là, ça fait 5 minutes. On va commencer par une présentation par Jean-François Manière, le vice-président des alumni de l'association Alumni, pour présenter un petit peu comment on a pu se réunir un peu ici. Et ensuite, on va parler du mécénat de compétences et de la valorisation des engagements associatifs, avec une petite table ronde de 3 personnes, Daphné Guvenx-Cesaré, Thierry Chalaillé et Isabelle Fieux, qui se présenteront également juste après la présentation des alumni, afin de vous présenter leur parcours avec le mécénat de compétences et ce que ça implique. Donc, Jean-François, je te laisse faire ta présentation. Merci beaucoup, Christopher. Alors, vous le savez, hein, je ne m'appelle pas IAE Lyon Alumni, hein, ça serait trop beau. Je ne suis que représentant ce soir. Je fais juste un petit passage pour présenter les alumni. Donc, moi, c'est Jean-François Manière, je suis vice-président. Et dès maintenant, je vais vous partager donc l'écran. Paf, paf. Et voilà. Alors, normalement, vous voyez bien ma présentation. Christopher, tu peux me valider ? Peut nous dire si, dans le chat si vous voyez bien l'écran. C'est des belles slides. Hein. On a fait un truc sympa. Tout se voit. Allez, parfait. On y est. Bon, ce soir, nous sommes réunis grâce de base à Claire Mann, qui est la responsable QSE, et je remercie avant tout les intervenants externes qui sont là ce soir pour participer à cet événement, et nous sommes très heureux de les recevoir parce que c'est important pour nous de valoriser cette démarche RSE au travers, que ce soit de notre école ou de notre réseau des diplômés de l'IAE Lyon. Donc, merci encore d'être présent. Et merci aussi, bien sûr, aux participants d'être avec nous ce soir. Alors, comme d'habitude, hein, je pense que la plupart, vous avez l'habitude de voir ces slides qui présentent un peu les alumni, mais pour ceux qui ne connaissent pas, restez assez attentifs parce qu'il y a pas mal d'informations et c'est important d'avoir les informations importantes de l'association que vous pourrez retrouver sur ces slides. Alors, bien sûr, la Fédération des diplômés de l'IAE Lyon, c'est un peu votre réseau de cœur et d'affaires unique qui est au sein de notre école. Nous avons donc une communauté aujourd'hui qui rassemble un peu plus de 1000 adhérents, avec un réseau d'anciens de plus de 60 000 diplômés au sein de l'IAE Lyon. Et actuellement, nous sommes à peu près à 60 événements par an. Bien sûr, cet événement ce soir vient cumuler un peu plus d'événements chaque jour à notre actif. Nous avons une forte diversité de métiers, de personnalités, de secteurs d'activité, de responsabilités. Nous passons des étudiants que nous acceptons effectivement l'association, aux diplômés, ce soir vous avez des directeurs généraux, vous avez aussi des responsables RSE, vous avez des chargés de RSE. Nous avons vraiment une forte diversité et c'est très agréable de vous retrouver vraiment à travers ce genre de formation, je dirais, et d'ateliers. Donc, des opportunités de carrière, un partage d'expérience, qu'on a toujours quelque chose à dire, on a toujours quelque chose à partager. C'est très important et surtout des valeurs qui sont les nôtres au sein de l'IAE Lyon. C'est pour ça qu'on a ce réseau qui est aussi fort. Ces valeurs d'ouverture, de curiosité, de communauté, de fierté, d'engagement et de diversité, et bien sûr de dynamisme à travers nos événements qui se retrouvent. L'IAE Lyon, vraiment concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'IAE Lyon Alumni, pardon. Ce sont des rendez-vous réguliers. Et quand on parle de rendez-vous réguliers, je le dirai dans une autre partie, on parlera aussi du dépassement de frontières. Mais pour nos rendez-vous réguliers, donc aujourd'hui, on fait plus ce genre d'événements tels que l'afterwork ou les petits déjeuners, mais nous faisons les webconférences et des séminaires directement en ligne, des ateliers débats et des galas. En général, c'est tout ce qui anime durant l'année notre association. Nous avons des clubs par thématique qui sont créés, l'œnologie, l'automobile, le digital, l'entrepreneuriat. Ce soir, QSE et RSE, donc plus sur la partie RSE. Nous avons aussi les clubs leadership. Donc tous ces clubs, vous pouvez les intégrer, vous pouvez participer aux événements. Vous retrouverez sur les prochains mails que vous allez recevoir normalement ce soir, les informations sur ces différents clubs. Je parlais qu'on traversait les frontières, c'est le cas avec ce qu'on appelle nos chapters. On retrouve en fait l'IAE Lyon Alumni dans différentes villes, que ce soit en France ou dans le monde. Et notamment ce soir, nous avons Christopher qui présente cette conférence, qui est le responsable aussi du chapter Paris, qui fait de super événements. Donc, si vous êtes à Paris, c'est avec Christopher que vous pourrez faire des événements, retrouver, je dirais, les anciens de l'IAE Lyon. Voilà. De plus, nous avons effectivement Marrakech, Prague, Abidjan. L'année dernière, on avait New York.
cette année, on n'a pas encore d'événements prévus, mais ça pourrait en venir. L'abonnement au magazine Impact, bon, c'est plus Impact, c'est Connect de l'IAE Lyon. Un service de coaching, si jamais vous avez besoin de soutien pour votre recherche d'emploi, nous avons le service carrière qui est très en lien avec les alumni et vous avez accès gratuitement à l'ensemble de leurs modules. Et bien plus encore d'événements à retrouver. Pour faire simple, je vous parle rapidement de l'adhésion parce que forcément, là, vous êtes peut-être sur... Il y en a pas mal qui sont déjà adhérents, mais il y a des personnes qui ne sont pas encore adhérents. Nous avons effectivement... nous ouvrons la possibilité de participer à des événements découvertes comme celui de ce soir. Mais à partir de 2 voire 3 événements où vous avez participé, on vous demande effectivement d'adhérer à l'association. On est sur une participation, une cotisation qui est quand même assez légère parce qu'elle est à vie, elle n'est pas à l'année. Donc pour les étudiants diplômés d'au moins d'une licence, c'est 40 €. Pour les jeunes diplômés de moins de 26 ans ou de promotion sortante, c'est 64 €. Et pour les diplômés de plus de 2 ans, nous sommes sur un tarif à 80 €. Voilà, à partir de ce moment-là, vous verrez que l'ensemble de nos événements sont quand même très quali. Donc, l'adhésion en vaut la chandelle, je dirais. Voilà. Si vous avez envie de créer un club ou un chapter, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche ici. Vous la retrouverez aussi par mail directement. L'idée, c'est que si vous voulez vous impliquer dans la vie associative de cette association de diplômés, il ne faut pas hésiter. On est très ouvert sur les personnes. Actuellement, on est 25 dans l'organisation et on grandit d'année en année. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, on est présent. Je vous remercie. Hop. Christopher, je te laisse la main. Hop, je reprends la parole. Je vous propose de vous faire un petit tour de table avant qu'on commence les interventions chacune. Et ensuite, j'introduirai un petit peu le sujet pour vous tous. Donc, Daphné, je te laisse commencer le tour de table. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors moi, c'est Daphné Guvanc-Cesaré. Je suis responsable des opérations chez l'association Pro Bono Lab, qui est spécialiste de l'engagement par le partage de compétences, donc bénévolat et mécénat de compétences. Alors, je prends la suite. Isabelle Fieux, moi je suis déléguée générale adjointe de l'entreprise des possibles, qui est un fonds de dotation né à Lyon en 2019. Et j'expliquerai en quoi tous les possibles sont possibles avec l'entreprise des possibles. Bonjour à tous, je me présente, donc Thierry Chalaillé. Alors, je suis délégué régional de l'association Énergie Jeune. Donc, je suis en mécénat de compétences, donc détaché par la Banque Postale. Et du coup, je vous parlerai à la fois de l'association, du mécénat en compétences et de ce qu'ont besoin en fait les associations. Et puis, à titre personnel, de comment je vis le mécénat de compétences. Voilà. Parfait, merci à vous trois. Et moi, du coup, c'est Christopher Almeida. Comme l'a expliqué Jean-François, je suis co-responsable du chapter Paris à Paris, où il y a également Justine Jacquier qui est dans l'Assemblée co-responsable de ces événements sur Paris. Et à côté de ça, j'ai 2 ans d'expérience en RSE et je continue après mon diplôme dans cette voie-là. Donc, je suis venu aider à parler du sujet du mécénat de compétences. Pourquoi le mécénat de compétences? Parce que c'est un sujet qui est assez important aujourd'hui, ou du moins qui se développe en RSE, donc en responsabilité sociale de l'entreprise et dans les stratégies d'entreprise, surtout parce que à la base, on a beaucoup entendu parler du mécénat financier qui représente une grosse partie de la solidarité en entreprise, mais on a cette occasion-là, ce mécénat de compétences qui permet d'impliquer plus facilement les salariés, de gagner un petit peu en motivation et qui commence vraiment à gagner en puissance. Et donc, on va vous présenter un peu tout ça. Donc, je vais vous laisser commencer avec Daphné Guvanc-Cesaré, qui va nous expliquer plus en profondeur ce qu'est le mécénat. Alors, j'ai une petite présentation du coup à partager. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout le monde voit dans le chat pour nous confirmer? C'est bon, on voit tout. Très bien. Du coup, comme je viens de me présenter rapidement, je fais partie de l'association Pro Bono Lab.
Alors, qui sommes-nous? L'association ProBonolab est spécialisée dans le bénévolat et le mécénat de compétences depuis 10 ans. On est une association nationale avec une implantation locale à Lyon pour couvrir toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre objectif, c'est de diffuser la culture et démocratiser la pratique du pro bono pour construire ensemble un monde plus solidaire, inclusif et durable. L'idée de départ de cette association se pose en fait sur une conviction qui est que chacun, tout le monde, peu importe son profil, collaborateur d'entreprise, étudiant ou demandeur d'emploi, peu importe, nous avons tous des compétences qui ont une utilité sociale et environnementale. Et en partant de cette idée, on s'est donné comme ambition de faire connaître le pro bono pour susciter l'engagement de tous et permettre aux associations d'accéder à ces compétences dont elles ont besoin pour se développer et générer le plus vaste impact social, sociétal. Nous avons deux piliers pour organiser nos activités. Comme je disais, diffuser la culture du partage de compétences, du pro bono, à travers notre observatoire qui réalise des études, notre club du pro bono qui réunit un certain nombre d'acteurs, des entreprises notamment, et à travers nos actions de plaidoyer, de médias aussi, sur les réseaux sociaux notamment. Deuxième pilier, c'est plutôt notre rôle d'opérateur social. On va chercher à démocratiser cette pratique en inventant et en testant des formats d'engagement. On va mettre en place des programmes d'intérêt général pour permettre à tous de partager leurs compétences avec des structures à finalité sociale. Et on fait également du conseil auprès des entreprises pour justement les aider à imaginer la stratégie d'engagement de leurs collaborateurs ou éventuellement améliorer leurs pratiques, les outils, les process, etc. Alors, je parlais du coup de partage de compétences. On a aussi évoqué le mécénat de compétences. Vous connaissez sûrement le bénévolat de compétences. Et je viens vous rajouter le terme pro bono. Ça fait plusieurs termes. Alors, pour clarifier un peu ces différentes notions, le pro bono réunit le bénévolat et le mécénat de compétences. Quelle est la différence? C'est tout simplement un terme latin qui est davantage utilisé dans les pays anglo-saxons où le mécénat de compétences, c'est-à-dire le cadre juridique, n'existe pas forcément. C'est vraiment une particularité française, le mécénat de compétences, qui est notamment régi par la loi Ayado. Quelle est la différence? Le bénévolat de compétences, c'est une mise à disposition sur son temps personnel de ses compétences pour aider une organisation, une personne. Alors que le mécénat de compétences, il s'agit d'une mise à disposition par l'entreprise de ses collaborateurs sur son temps de travail, encore une fois à titre gracieux, pour aider une association ou une personne, donc réaliser des actions d'intérêt général. Comme je disais, il existe une loi qui cadre les actions de mécénat, donc c'est comme le mécénat financier, le mécénat de compétences ou toute action en fait liée aux dons en nature aussi. Ça ouvre pour l'entreprise la possibilité de défiscaliser. Donc, c'est vraiment un cadre qui est très incitateur pour les entreprises, qui permet également des avantages fiscaux. Quand on parle de mécénat de compétences, donc là, c'est tout simplement une petite précision. Vous pouvez, en termes de valorisation, soit valoriser comme si c'était une prestation de service ou un prêt de main-d'œuvre. Dans tous les cas, cela représente environ 60% du prix de revient. Quels sont les avantages? Pourquoi s'engager? Alors, l'avantage, c'est que c'est un format, un moyen qui permet de fédérer plusieurs parties prenantes autour d'une cause. Pour les entreprises, il existe plusieurs enjeux, des enjeux autour des ressources humaines, de la communication, de sa notoriété, ou encore en lien avec sa politique RSE. Concrètement, si on regarde un peu plus en détail, effectivement, le mécénat
de compétences peut compléter d'autres actions de mécénat, venir en complément par exemple du mécénat financier ou tout simplement d'autres actions que l'entreprise met en place pour aider les associations. Donc c'est une manière de concrétiser sa politique RSE. C'est également une manière de renforcer son ancrage local parce que nous allons chercher à aider les associations, être à l'écoute, être au plus près. Donc c'est une manière aussi de s'ouvrir tout simplement à ces acteurs du territoire pour pouvoir aussi être à leurs écoutes et les aider. Côté ressources humaines, cette fois-ci, l'engagement des entreprises est de plus en plus attendu par les personnes, par les collaborateurs en interne, mais aussi par les personnes en fait en externe. Donc c'est une manière d'attirer et de retenir les salariés parce que vous permettez tout simplement, en tant qu'entreprise, de valoriser leurs compétences dans un autre contexte, peut-être aussi de développer des compétences en passant par différentes manières de travailler, en leur permettant de découvrir de nouvelles méthodes de travail. À travers ces actions, c'est une occasion, du coup, pour l'entreprise d'améliorer son image, sa marque employeur et sa notoriété, qui peut aussi, du coup, servir le bien-être au travail de leurs salariés. Du côté des collaborateurs, donc, on les a également mentionnés, mais si on prend vraiment un collaborateur, une collaboratrice, pourquoi il voudra s'engager? Qu'est-ce que cela pourra l'apporter? Dans un premier temps, c'est une manière de soutenir une cause qui lui tient à cœur. Donc, c'est une manière concrète pour pouvoir aider une association et contribuer à une cause sociale, sociétale. Ça permet également de découvrir les enjeux du territoire, être au plus près des bénéficiaires, des associations, connaître le terrain. C'est aussi une manière de mieux saisir les enjeux du territoire et en devenir aussi un acteur. De l'autre côté, que ce soit en mécénat ou en bénévolat, je pense que c'est partie des vertus de l'engagement. Se mettre à la cause, c'est aussi se mettre en cause. Ça demande une ouverture. On se découvre aussi quand on s'ouvre à l'autre. Donc, c'est une manière de se découvrir ses compétences, nouer des liens, changer son rapport au monde, à soi et aux autres. Enfin, en termes si on regarde vraiment les méthodes de travail, le monde associatif est aussi connu par ces méthodes de travail plus agiles, plus transversales. Donc, éventuellement, ça pourrait être aussi une manière de collaborer avec d'autres personnes d'horizons différents et même au sein de l'entreprise en ayant l'opportunité de travailler avec d'autres personnes. Bien sûr, ces actions ont pour objectif d'aider les structures à finalité sociale ou des personnes aussi, des bénéficiaires qui sont déjà aidés par ces associations. Donc, c'est une manière concrète pour elles d'accéder à un accompagnement en compétences. Certes, les ressources financières manquent. C'est une manière d'aider les associations, mais les compétences sont tout aussi précieuses parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens pour recruter ou pour trouver des bénévoles. Donc, parfois, les compétences, l'expertise est tout aussi attendue par les associations pour avancer, consolider leur structure ou développer éventuellement leurs activités. En apportant votre temps, vos compétences, vous aidez en fait les associations à renforcer leur capacité d'action, à renforcer leur capacité d'innovation sociale. Donc, c'est vraiment très important et très attendu aussi par ces structures. Un autre bénéfice de ce format, c'est-à-dire du mécénat de compétences, c'est un moyen, comme je disais, de décloisonner un peu ces différents mondes. C'est un moyen de s'ouvrir à l'autre, de créer des liens et pourquoi pas de co-construire des solutions. Encore une fois, nous vivons dans une société, donc pour pouvoir avancer ensemble, je pense que la co-construction est aussi très importante. Donc, c'est une manière également de co-construire les solutions de demain et éventuellement de sensibiliser aux différentes causes, aux différentes fragilités que nous avons dans notre territoire. Alors, je vais vous donner un peu les ingrédients pour réussir
composer un peu votre format d'engagement, que vous soyez collaborateur intéressé par le mécénat de compétences ou le bénévolat de compétences ou dirigeant d'entreprise. Il existe plusieurs formats d'engagement. Alors, que vous pouvez en fait mettre en place. Alors, à chaque fois, ça va répondre à des enjeux et des besoins différents. Dans un premier temps, vous pouvez choisir d'aider une association ou un individu, comme je disais. Un autre élément, c'est vous pouvez mobiliser vos compétences métiers, les hard skills, les compétences techniques, ou les soft skills, les compétences transverses, personnelles, dans le cadre d'une mission de mécénat de compétences. Vous pouvez faire du mécénat de compétences de manière collective ou individuelle, c'est-à-dire avec vos collègues ou avec d'autres personnes, ou éventuellement tout seul. Quand on regarde les briques vertes, il s'agit plutôt des formats, c'est-à-dire de la durée de ces missions. Donc, ça peut s'étaler dans le temps, ça peut être des missions longues ou courtes. On peut trouver des missions plutôt intensives, plutôt denses, rythmées, ou plutôt extensives, qui va traiter en fait plusieurs sujets connexes. Vous pouvez trouver des missions plutôt ponctuelles. On se retrouve une fois et c'est la fin de la mission. Ou vous pouvez créer une récurrence, donc aider plusieurs fois l'association sur le même sujet, étalé dans le temps ou pas. Enfin, en termes de lieu, vous pouvez éventuellement faire votre mission en présentiel ou à distance. Surtout cette année, on a bien eu l'occasion d'expérimenter tous ces outils digitaux qui permettent aussi de s'engager à distance. Éventuellement, bon, bien sûr, en présentiel, je pense que c'est plus impactant et plus convivial aussi. Mais voilà, vous avez aussi cette opportunité de réaliser, si vous ne pouvez pas vous déplacer, de réaliser des missions à distance. Et enfin, on distingue aussi des missions, disons, plutôt terrain, pas des missions, disons, plutôt bureau. Les missions de terrain, vous allez être, comme le nom le porte, sur le terrain, plutôt à côté des publics bénéficiaires, plutôt dans l'action. Ça peut être aussi des missions plus manuelles, par exemple. Par exemple, je ne sais pas, repeindre les murs d'une école ou d'une association, etc. Et les missions de bureau vont tourner plutôt autour des réflexions stratégiques, de conception, de planification, etc. Les facteurs de réussite. Moi, je pense que pour réussir vraiment une mission de partage de compétences, surtout en mécénat de compétences, il faut allier en tant qu'entreprise la stratégie et l'opérationnel. Dans la stratégie, il faut surtout savoir pourquoi on met en place un dispositif pareil. C'est-à-dire identifier ses enjeux et élaborer une stratégie qui va être cohérente avec les valeurs que porte l'entreprise et surtout par rapport aussi aux ambitions. Un autre élément de réussite, c'est que l'engagement doit être porté vraiment au plus haut au niveau des décisionnaires, au niveau des managers, pour que vous puissiez petit à petit créer une culture d'entreprise qui va s'enraciner. Comme je disais, c'est une démarche un peu territoriale, d'ancrage territorial, d'écosystème. Donc, il est tout aussi important d'ancrer cette démarche au sein d'un écosystème local, être à l'écoute des associations, des bénéficiaires, des fragilités, des causes qui sont liées au territoire. Et enfin, co-construire en interne avec les équipes, mais aussi en externe, peut-être avec des partenaires associatifs ou d'autres types de parties prenantes qui peuvent également vous aider à mettre en place cette stratégie. Côté opérationnel, il s'agit plutôt de mettre en place des process et des outils. Comme je disais, le mécénat de compétences répond à un cadre juridique et légal. Donc, derrière, vous avez des obligations. La convention, par exemple, de partenariat est important à mettre en place parce que ça vous permet de clarifier le cadre. La fiche mission qui délimite bien le périmètre d'action du collaborateur, mais également les besoins de l'association. Un certain nombre de processus
également peut rythmer et vous aider à mieux suivre vos actions. La communication est importante, surtout si vous souhaitez engager plusieurs collaborateurs, vraiment pour créer une culture de l'engagement au sein de l'entreprise. Une communication engageante, sensibilisante et impactante est très, très importante. Pour avoir un impact, il faut surtout arriver à répondre aux besoins de l'association et aux envies d'engagement de votre collaborateur. Donc, c'est ce matching qui est très, très important. Il faut être en capacité de bien identifier les besoins en compétences et être à l'écoute, comme je disais, de ses collaborateurs pour justement allier ces compétences recherchées et besoins. Et enfin, comme l'objectif, c'est d'avoir un impact, il faut surtout le mesurer. Mettre en place une méthodologie de mesure d'impact est très, très important. Ça permet de valoriser les personnes qui s'engagent, ça permet de rendre visible l'engagement, convaincre d'autres personnes, d'avoir éventuellement des ambassadeurs et créer un peu cet effet ricochet grâce à la communication et aux chiffres concrets de l'impact. Donc, c'est très, très important. Il ne faut surtout pas négliger. Les freins, bien sûr, je vous ai parlé un petit peu du monde idéal, qui est certes, vous paraît peut-être très loin, mais c'est faisable, c'est possible, que vous soyez collaborateur dans un grand groupe ou même dans les PME, ETI, TPE, ça existe. Alors, plusieurs freins ont été remontés ou constatés. Dans un premier temps, il y a un manque de maturité sur le sujet qui peut freiner, certes, l'engagement de l'entreprise, donc manque de connaissances sur ces enjeux, comme je disais, sur ce cadre juridique des modalités du mécénat de compétences, et également un manque de capacité en ressources humaines ou manque de capacité financière qui va vous contraindre dans la mise en place de ce dispositif et, comme je disais, de l'évaluation ou du suivi ou du respect des différents process. J'ai également parlé de la direction. Effectivement, si vous n'avez pas le soutien de la direction, il est très compliqué derrière d'engager les actions parce que dans tous les cas, vous allez avoir cet obstacle des personnes décisionnaires qui vont pas laisser passer certaines actions d'engagement ou qui vont, les managers par exemple, qui vont pas laisser en fait leurs équipes s'engager alors que l'action est portée par une direction, je sais pas, RSE par exemple ou RH. Enfin, un autre frein, un autre obstacle, c'est le manque de connaissances liées au secteur associatif, donc un manque d'ancrage local éventuellement, méconnaissance de l'écosystème qui peut vous empêcher, en tant qu'entreprise, d'identifier les associations à aider. Alors, des fois, on demande aussi aux collaborateurs d'être acteurs dans ces questions-là, de dire si vous souhaitez aider, vous pouvez aussi vous-même proposer des associations que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez peut-être entendu parler ou que vous souhaitez soutenir. Donc, des fois, les entreprises préfèrent aussi que ça soit porté en interne directement par les équipes. J'arrive à la fin du coup de ma présentation. Merci pour ce joli panorama sur ce que représente le mécénat de compétences et comment le mettre en place avec ce que ça rapporte et les petits freins qu'on peut trouver. Je vais rebondir là-dessus avec Isabelle Fieux qui va nous présenter un petit peu son parcours et sa vision et sa relation avec le mécénat de compétences justement. Vous avez également un dispositif. Alors attendez, vous êtes muette. Hop. Est-ce qu'on vous entend pas? Ça y est, c'est bon. Voilà, j'avais la main.
Bonjour à chacun. Alors après cet exposé effectivement du tableau idéal du mécénat de compétences, mais je crois qu'il résume pas mal de points d'observation et du terrain. Moi, je vais effectivement vous parler de l'expérience que j'ai du mécénat de compétences ou du bénévolat de compétences, et parce que je l'ai pratiqué, parce que je le fais pratiquer, parce que j'essaye de faire des liens entre les entreprises et les associations. Alors, je vais partir de mon parcours, non pas pour le valoriser, mais simplement parce que depuis effectivement une quinzaine d'années, j'ai été, par des opportunités, à faire des liens entre entreprises et associations, par le biais notamment du mécénat de compétences. J'ai passé, moi, 25 ans dans une entreprise lyonnaise qui s'appelle Algoé Consultant, où j'étais consultante sur les politiques publiques sociales et d'insertion, et où je rencontrais et des partenaires publics et des associations d'insertion et des entreprises qui cherchaient à recruter. Donc, j'étais déjà aussi pas mal à cette interface. Et puis, en 2002, dans cette entreprise, il a été décidé de créer une association qui s'appelle Algorêve, qui existe toujours, et qui mettait en œuvre le mécénat de compétences qu'avait décidé l'entreprise en collaboration avec les salariés. C'était même à la demande des salariés qu'il a été demandé de monter cette association au moment où on mettait les accords de réduction du temps de travail, en disant, bon, on a plein de temps, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre aussi un peu, en donner un peu voilà, à l'intérêt général. Et donc, c'est pas moi qui l'ai créé, donc je peux en parler. Et puis, il se trouve que par aussi un phénomène d'opportunité, j'ai pris la présidence en 2003, donc au moment de la loi Aillagon, et je l'ai quitté en 2013. Donc, pendant 10 ans, j'ai piloté ce mécénat de compétences dans l'entreprise qui compte à peu près 250 personnes. Et on a mis 7-8 ans à faire en sorte que le principe de mécénat de compétences monte petit à petit avec à peu près 2/3 des salariés qui s'étaient engagés sur au moins une mission. Je pense que ça serait beaucoup plus rapide aujourd'hui parce que le monde de l'engagement est un peu différent. Donc, je parle un peu par le passé, je ne vais pas faire trop voilà, mais c'était le passé et ça fait déjà presque 15 ans. Il se trouve qu'après, j'ai quitté pour des raisons personnelles voilà, et d'opportunités le conseil, c'est sur le conseil que je voulais quitter. Je suis rentrée chez Aravis, l'agence régionale de valorisation de l'innovation sociale, où j'ai accompagné de l'innovation sociale en entreprise et accompagné des démarches de dialogue social territorial. J'ai fait aussi du lien entre entreprises et associations, mais surtout en parallèle de ce poste, j'ai eu l'occasion d'accompagner la rédaction du guide de l'engagement des salariés qui a été fait pour le MEDEF au niveau national par l'association Le Rameau. Donc, j'ai mis pas mal d'études de cas d'entreprises que j'ai pu rencontrer. Donc, on était vraiment dans tout ce que pouvait raconter comme belles valeurs et beaux partages Daphné tout à l'heure. Donc, c'était très intéressant. Et puis, j'ai participé à une étude qui a été menée au sein de l'Université catholique qui s'appelait Partinov, qui était un projet européen où on a pu voir quels étaient les impacts en matière de ressources humaines de ces mécénats de compétences ou de ces relations entre entreprises et associations. Il n'y en avait pas eu en France et c'est une des premières qui a eu lieu à Lyon. Et puis, il se trouve qu'en 2019, donc l'année dernière, j'ai rejoint l'entreprise des possibles qui se créait. Donc, on m'a recruté pour le diriger. Puis aujourd'hui, j'en ai pris j'en suis adjoint pour des raisons aussi d'évolution de poste et puis de perspective de fin de carrière qui peut arriver. L'entreprise des possibles, dont j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est pour illustrer le mécénat de compétences. Alors, moi, je voudrais simplement revenir sur des éléments importants au sein d'Algoé, de ce vécu du mécénat de compétences et de ce que ça a pu donner, tant pour les associations que pour les salariés et la direction et les ressources humaines. L'idée, c'était vraiment de permettre à tous les salariés volontaires de faire de ces missions de mécénat qu'il fallait aller chercher, c'est sûr. Donc, il y avait tout un travail d'organisation, d'aller chercher ces missions de bénévolat. Et comme dans des missions de conseil, on a l'habitude d'être sur plusieurs chantiers et de faire des missions sur des durées limitées, c'était une pratique qui était pour les consultants, en tout cas, très facile de s'adapter. Je me suis aperçue, c'est qu'il fallait quand même sécuriser le cadre et il fallait préparer le terrain d'atterrissage. Daphné en a parlé tout à l'heure, mais ça me semble très, très important.
Ce que je me suis aperçue aussi en construisant, c'est que les consultants s'engageaient beaucoup, mais que les fonctions de support et les assistantes, ou les comptables, etc., n'y allaient pas beaucoup. Donc, il a fallu aussi pousser, trouver des missions pour qu'ils puissent aussi trouver leur bonheur, j'allais dire, dans ces missions de mécénat de compétences. Et donc, petit à petit, ça s'est fait. Et puis, en marchant, on a essayé vraiment de faire des équipes entre des juniors et des seniors, entre des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble pour partager des compétences ou découvrir des compétences, et puis de faire des missions aussi entre des fonctions de support, des assistantes et des consultants ou des consultantes. Et je vois qu'en termes de dynamisme et de cohésion interne, ça a été très dynamique, où des gens, du coup, ont eu envie de faire des formations, ont envie de découvrir d'autres départements de l'entreprise, ou des assistantes. Je me rappelle une assistante qui un jour m'a dit « mais j'ai eu plus d'idées que le consultant. Était-ce possible ?» Voilà. Bref, en tout cas, ça change des rapports au travail et je trouve que ça a été une dynamique importante. Alors après, il y avait toujours la question du temps. J'ai pas le temps. Quand on est père de famille et qu'on est consultant, souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Et finalement, il y en a beaucoup qui me disaient, mais finalement, caser 3 jours dans l'année, on y arrive toujours. Et ça permet effectivement de se satisfaire, de trouver du sens à minima dans une association sur laquelle la cause nous touche. Et puis, je me suis aperçue aussi que plus les gens étaient chargés et en fort temps, plus ils s'engageaient dans Algorève. Finalement, quand ils étaient plutôt en sous-charge, ils étaient plutôt préoccupés par leur surcharge que d'aller faire du mécénat de compétences. Donc, finalement, le dynamisme entraîne le dynamisme et je crois que c'est toujours un peu vrai aujourd'hui. Donc, voilà, beaucoup de brassage. Et pour les associations, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'elles avaient droit à des prestations qu'elles ne se seraient très certainement jamais payées. Il y a des liens personnels qui se sont créés avec des consultants et des dirigeants d'associations et qui ont perduré au-delà de la mission. Et puis, on demande, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça reste en vigueur puisque j'ai toujours des liens avec l'association, on demandait aux associations de donner quelque chose d'elles parce qu'elles ne payaient pas la prestation, mais elles donnaient quelque chose d'elles. Alors, on a inventé au fur et à mesure. Et je vais vous donner 2 exemples pour illustrer. Il y avait une association qui faisait de l'écoute par téléphone et elle a fait une formation aux volontaires de qu'est-ce qui était écouté par téléphone et à quoi il fallait être sensible. Je trouvais aussi que ça développait les compétences de ceux qui ont bien voulu suivre la formation. Et puis, il y avait une autre chose. Il y avait une association qui s'occupait beaucoup d'addiction sur les jeunes, drogue, alcool, et qui sont venus, en tout cas, faire des jeux pédagogiques avec les parents d'adolescents pour aussi alerter sur un certain nombre de choses. Et ça permet aussi de donner un peu, en tout cas, de bien-être ou de qualité, en tout cas, à leur rôle de parent, qui est aussi une compétence, si on peut parler comme ça. Voilà. Voilà pour la partie Algorève, ça dure toujours, je crois que ça marche toujours. Et peut-être dernier élément que je n'avais pas dit, c'est que les retraités pouvaient aussi faire en tout cas s'engager dans les missions de compétences, qui est toujours le cas. Et on a vraiment fait du transfert de compétences très intéressant à ce propos. Voilà. Après, mon expérience au sein de l'Agence régionale de valorisation de l'innovation sociale ou les expériences que j'ai eues, ça m'a permis simplement de conforter ce que j'avais vu sur ce lien entreprise-association. Et je donnerai aussi 2 exemples simplement pour illustrer. C'est une association qui s'occupait de handicap pour les enfants, qui a pu recevoir en tout cas du mécénat de compétences d'une entreprise qui faisait du mobilier d'enfants, de jeux, de jardins, etc. Et ils ont fait un échange. Les uns se sont donné les compétences des autres et de leurs connaissances. Et je trouve que si ça fait des coopérations économiques de pouvoir échanger ces compétences-là. Et ça, c'est un élément intéressant. Et puis, autre exemple, c'est celui de Mondial Tissu, qui est connu puisque son siège est à Rieux, à côté de Lyon, et qui s'est aperçu par des échanges avec les associations sur lesquelles elle pouvait donner du tissu ou faire de l'aide. Elle s'est aperçue qu'elle avait besoin de compétences sur l'accompagnement des personnes en difficulté. Et les personnes qui peuvent être dans la précarité, voilà. Et donc, il y a eu un moment de transfert de compétences de l'association aidée vers Mondial Tissu pour dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un échange? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas complètement faire, parce que bien évidemment que la DRH n'était pas… Voilà. Mais c'était intéressant de voir comment ça peut être une spécificité d'accompagner vraiment les gens dans la difficulté. Voilà. Et donc, il y a eu cet échange. Donc, c'est du mécénat de compétences, mais je crois que vraiment, ces années-là ont montré qu'il y avait de l'échange qui pouvait se partager et je trouve très intéressant. Après, l'entreprise des possibles. Alors, l'entreprise des possibles, là, on est dans une autre dimension. C'est une fonds de dotation qui sont créés en février 2019. C'est un collectif d'entreprises
qui compte 55 entreprises aujourd'hui et 32 000 collaborateurs au total, qui vise à rassembler ces entreprises pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de sans-abri dans les rues de la métropole de Lyon. Ça a été créé par Alain Mérieux. Et voilà, alors va-t-on y arriver? Je l'espère. En tout cas, on y va de façon très certaine. Il y a trois axes, trois démarches qui sont proposées aux entreprises. Première chose, c'est de faire des missions de bénévolat auprès des associations que nous référençons et auprès donc du coup des personnes dans la précarité ou sans-abri. Donc c'est un contact direct avec le public, avec des exigences de l'association qu'on ne remplace pas bien sûr les travailleurs sociaux, mais c'est simplement un lien social qui est à développer. Un deuxième volet qui est de faire des dons de congés payés, voilà, qui sont valorisés monétairement et après donnés à l'entreprise des possibles pour lever des fonds pour créer du logement stable ou des logements avec du loyer abordable pour les personnes dans la précarité. Et puis un troisième volet qui est de faire des prêts de locaux, de bureaux ou de terrains pour y créer de l'hébergement d'urgence de manière temporaire. Donc ça, c'est pour les entreprises propriétaires, il y en a moins. Alors je pourrais développer chacun de ces axes, mais je voudrais mettre l'accent sur ce bénévolat ou ce mécénat de compétences. Donc, on propose aux salariés qui sont volontaires de faire ces missions à travers une plateforme numérique classique où ils peuvent justement candidater directement auprès de l'association. Et ce qui est pour nous important, c'est de pouvoir développer des compétences dans ces missions de bénévolat. Et on va développer tout un passeport de compétences relationnelles, ces fameuses soft skills dont pouvait parler Daphné, pour dire finalement qu'est-ce qu'on apprend quand on est dans ce bénévolat. Et les entreprises sont extrêmement intéressées par ce capital relationnel, être dans l'altérité, être dans la coopération, être dans l'écoute. Voilà. Il y a tout un travail, je crois, où vraiment les entreprises ont à gagner en matière de ressources humaines, outre de fidéliser les collaborateurs et outre d'être fiers dans une entreprise qui propose ça. Et puis nous aussi, à titre personnel et à titre fonds de dotation, on reçoit du mécénat de compétences et moi j'en use beaucoup, je vais le chercher, et notamment parce qu'on a des sites qu'on nous met à disposition et il y a besoin de faire des travaux du bâtiment pour pouvoir accueillir des personnes sans abri à minima. Et donc, on reçoit du mécénat de compétences de quelques entreprises qui veulent bien travailler avec nous. Donc, il faut effectivement les encadrer. Alors, je crois que je vais conclure mon propos en disant finalement les entreprises en matière de ressources humaines, elles ont vraiment, si elles offrent un cadre sécurisé à leurs collaborateurs, je trouve qu'elles ont vraiment tout à gagner d'offrir une journée, 2 journées, parfois 4, 5 dans l'année à un collaborateur qui découvre d'autres choses et pour qui ça développe de la créativité et des idées. Et les associations, elles ont vraiment droit à des prestations de qualité, elles peuvent rajeunir leur bénévolat et elles ont vraiment du savoir-faire aussi à nous apprendre, c'est-à-dire que c'est je donne, mais aussi je reçois, autant dans la relation interpersonnelle que dans que dans ce mécénat de compétences. Et je trouve que à l'entreprise des possibles, on rêve d'une cité qui serait la métropole de Lyon, où le potentiel des salariés aujourd'hui, on en a 32 000, puisse être un tout petit peu plus ouvert au monde de la précarité et puisse du coup faire un peu plus attention, que ce soit dans sa vie privée ou dans la rue, à ce public qui, on l'espère, ne sera plus dans la rue dans quelques années. Ça, on y croit et on essaye d'y travailler en tout cas de façon importante. Voilà, mon expérience du mécénat, et puis après je répondrai aux questions bien volontiers. Merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage. Et maintenant, je propose qu'on aille plus du point de vue salarié qui tente l'aventure avec Thierry qui va nous présenter du coup un petit peu son parcours avec le mécénat de compétences. Bon, bonjour à tous. Alors, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps vous présenter l'association et puis après, vous allez tout de suite comprendre en fait tous les besoins, toutes les attentes et tout ce que peut apporter quelqu'un en mécénat de compétences sur une association. Et puis, je vous dirai, nous aussi, en tant qu'association, on est en recherche, bien sûr, de mécénat de compétences. Alors, je vais partager l'écran pour la présentation. Je vais essayer de ne pas passer plus de 5 minutes sur la présentation de l'association. Ça marche? Alors, oui. Est-ce que tout le monde voit l'écran dans le chat? Oui. Alors, moi, je ne vois plus rien. Donc, c'est parfait. Oui, c'est si bon. vous pouvez me le dire. Tout OK.
Alors, Énergie Jeune, en effet, donc c'est une association en fait qui est reconnue d'utilité publique. Notre objectif, et vous le voyez, c'est de développer la persévérance scolaire dans les quartiers les moins favorisés. Donc, l'objectif, développer cette persévérance et lutter, bien sûr, contre le décrochage scolaire. Depuis 10 ans, parce que l'association a fêté ses 10 ans, je dirais, en janvier de l'année dernière, en 2019. Donc, depuis 10 ans, cette association, en fait, travaille, bien sûr, sur la réussite scolaire de tous. Elle est reconnue d'utilité publique. On a un agrément donc, qui a été validé par le ministère de l'Éducation nationale et on est soutenu par 16 académies. Donc moi, sur le territoire, j'ai l'Académie de l'Auvergne, j'ai l'Académie de Grenoble et j'ai l'Académie de Lyon, bien sûr, qui nous soutient. De nombreux partenaires publics privés, et là on rejoint toute la démarche en fait RSE des entreprises, c'est-à-dire qu'on signe en effet des conventions avec des entreprises qui nous permettent bien d'avoir pour partie des fonds et deuxième partie de l'appui des personnes qui viennent nous aider. Et c'est ça qui est important pour l'association. L'association a été lauréate bien sûr du projet La France s'engage. On favorise, et ça vous voyez notre ambition, c'est vraiment de favoriser l'égalité des chances en formant les collégiens des quartiers les moins favorisés à la persévérance scolaire et lutter bien sûr contre ce décrochage et les inégalités. Aujourd'hui, quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Sur l'année 2019-2020, sur l'année scolaire 2019-2020, c'est plus de 110 000 élèves qui ont été formés à l'échelle nationale parce que Énergie Jeune donc, gravite sur toute la France. On a même une entité donc, à La Réunion et on va développer l'année prochaine la Guadeloupe. Donc, avec 4424 classes, c'est 12 délégations régionales, c'est 470 établissements scolaires, et vous voyez le nombre important, c'est 728 volontaires. Alors, dans les volontaires, c'est là qu'on va retrouver des bénévoles, des volontaires du service civique. Moi, par exemple, sur ORAP, cette année, j'ai embauché 10 services civiques qui viennent nous aider, donc en intervention dans les classes. Les collaborateurs de nos partenaires entreprises, donc via du mécénat de compétences, ou du volontariat, et qui sont, vous voyez, soit détachés, soit en mécénat de compétences. Ce qui est intéressant, c'est le coût. Le coût moyen, alors ça comprend en fait l'ensemble des charges de l'association divisé par le nombre d'élèves. On est simplement donc sur du 14 € par élève. Donc pour un programme qui est décliné, si vous voulez, en 3 fois 55 minutes. Donc on a 3 épisodes et où là, on aborde des thèmes spécifiques sur les classes de 6e, 5e, 4e, 3e, avec des vidéos chocs, l'objectif étant de faire des déclics. Donc, on a aussi des jeux qui permettent d'être en interaction avec les élèves, et c'est ce qui fait, en fait, qu'on évite le décrochage scolaire. Alors, voilà la courbe des jeunes qui ont été formés. Alors, c'est vrai que les 110 000 que vous voyez sur l'année 2019-2020, eh bien oui, c'est l'impact du Covid, parce que, oui, on a arrêté les interventions en classe à partir du mois de mars et on n'a pas pu aller en classe jusqu'au mois de juin. Alors, c'est vrai que ça nous a impacté sur les mois d'avril-mai, puisque juin, on est plutôt sur la partie bilan. D'où, si vous voulez, une courbe qui a baissé, mais pas trop, en fait, sur l'année 2019-2020. Pour la région Rhône-Alpes, donc ça, c'est pour vous faire un zoom sur notre région, eh bien, c'est pas loin de 18 000 élèves, 17 500 élèves qui ont été formés, 700 classes. Juste avant le confinement, j'avais en fait une prévision à 804 classes. Et il y a 100 classes que je n'ai pas pu mettre en œuvre. Il y avait des demandes, mais malheureusement, on n'a pas pu les faire à cause du confinement. Une centaine de volontaires donc, sur notre région. Là, cette année, j'ai pas mal de partenariats nouveaux qui ont été signés, donc avec Sanofi, April, et je pense que je vais être pas loin de 130 volontaires. C'est bien, mais quand on veut développer et quand on voit tout le développement qui nous est demandé, suite au décrochage scolaire qui devient de plus en plus important, et encore plus avec le confinement, il me faut vraiment du monde pour aller plus loin et aller à plus de 85 établissements secondaires. Alors, en effet, comme je vous le dis en synthèse, Énergie Jeune déploie 2 programmes. Donc, un programme qui s'appelle Ma réussite au collège, c'est 12 sessions de 55 minutes à raison de 3 par an, de la 6e à la 3e. Ces sessions, elles sont animées en classe entière et elles sont animées par des binômes, c'est-à-dire qu'il y a un expert, quelqu'un qui a plus l'habitude en fait de décliner ses interventions et qui sait aussi gérer une classe, qu'elle soit apathique ou qu'elle soit agitée, parce que ça arrive aussi.
Et donc, on est accompagné d'un animateur. On a aussi un deuxième programme qui s'appelle Boule d'énergie. Donc, notre président est aussi musicien et il a créé en fait une comédie musicale. Alors, cette comédie musicale, elle est déclinée dans les collèges, c'est-à-dire que le collège qui le souhaite peut mettre en place un projet d'un clip ou carrément de monter une comédie musicale. Tout est fourni, les paroles, la musique, et ils n'ont plus qu'à monter en fait la scénographie, le filmer et le mettre en place. Donc, en effet, comme vous le voyez, les programmes ont un impact qui a été mesuré par une vaste étude scientifique. Cette vaste étude scientifique a été faite sur 24 000 élèves. On a comparé ceux qui suivaient Énergie Jeune et ceux qui ne suivaient pas Énergie Jeune. Et là, les effets significatifs sont importants. On voit une réduction de l'absentéisme, un meilleur comportement en classe, une baisse du fatalisme social et des résultats scolaires significativement plus élevés. Donc ça, on vient d'avoir en fait les résultats de cette étude et c'est vraiment un grand satisfecit. Comme vous le voyez, il y a des chercheurs bien sûr qui sont en appui, puisque l'étude d'impact elle a été réalisée par le comité scientifique qui est constitué de professeurs et de chercheurs de Sciences Po, de Paris-Dauphine et de l'École nationale supérieure, ainsi que du laboratoire JPAL. Alors, Énergie Jeune agit en effet aux côtés de nombreux acteurs, donc on les voit, les mécènes, donc ça c'est les entreprises, en fait, les fondations qui nous apportent des fonds, et puis vous avez les bénévoles, donc plus de 750 à l'échelle France, donc dans les bénévoles, j'ai à la fois des mécénats de compétences, j'ai des retraités, et puis j'ai des bénévoles qui viennent donner de leur temps sur la période de leur congé et qui interviennent en collège. Notre cible, et on le voit, on travaille bien sûr sur les établissements secondaires, on travaille avec les enseignants. Énergie Jeune, quand il intervient dans le collège, il intervient sur la classe en TR, il y a les deux animateurs et l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant, on travaille aussi avec l'enseignant. On associe l'enseignant, il peut faire des remarques sur la présentation, il peut apporter des éléments personnels. Voilà. Vous avez également, bien sûr, les pouvoirs publics, les collectivités locales qui peuvent nous aider. Donc là, on fait des appels à projets, on répond à des appels à projets pour obtenir aussi des financements. Aujourd'hui, Énergie Jeune, globalement, poursuit son développement. Donc, on travaille toujours, et ça, c'est l'axe prioritaire, comme je le disais, c'est si on veut développer, si on veut aller dans plus de collèges, eh bien, il nous faut plus de volontaires. Bien sûr, améliorer encore notre gestion de la qualité, ça, c'est ce qu'on fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, chaque année, à la fin des interventions, on a l'avis des professeurs, l'avis des élèves sur les programmes, sur ce qui a été donné, et s'il y a besoin, bien sûr, on adapte en fait nos programmes, on les fait évoluer. Notre objectif est bien sûr d'anticiper les partenariats régionaux avec différentes entreprises pour bien sûr aller chercher des mécénats de compétences, conforter notre relation avec les enseignants parce qu'on travaille bien sûr avec eux et notre relation avec les collèges. Voilà, j'ai été assez rapide sur la présentation de l'association. Je pourrais répondre à des questions bien sûr à l'issue. Et là, je dirais les deux autres points que je voulais développer. Eh bien, c'était à titre personnel. Donc, à titre personnel, j'ai pu, moi, intégrer l'association en tant que bénévole, puisque j'ai deux amis qui étaient dans cette association, donc ils m'ont dit, ça serait bien que tu viennes nous aider. Donc, je suis allé les aider. J'ai découvert, en fait, les interventions en classe, les animations en collège. Alors, j'avais un passé, c'est vrai, de commercial. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans la chaîne commerciale, que ce soit au courrier ou que ce soit à la banque postale, l'animation de plateau télévente. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, ça vous change de votre travail au quotidien. C'est différent, mais c'est passionnant. Et quand j'ai terminé en fait mon dernier job à la banque postale, puisque j'ai été directeur clientèle pendant 4 ans à la banque, ensuite j'ai pris ce qu'on appelle le back-office, le traitement du back-office. Et puis, comme vous le savez, dans les structures banques, on a optimisé en fait les back-office à l'échelle France, et de 8 back-office à l'échelle France pour la banque postale, il en reste aujourd'hui plus que 3. Donc, on en a fermé 5 et j'ai fermé le back-office de Lyon. Donc, à la fin de cette mission, eh bien, j'ai été sollicité pour rentrer donc, dans l'association en tant que mécénat de compétences. Et donc, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai tout de suite accroché. Donc, je suis détaché aujourd'hui, donc là, pour un contrat de 2 ans,
qui va se terminer en juin et je renouvellerai ce contrat pour encore 2 ans, donc en détachement au sein de l'association Énergie Jeune. Donc j'ai été au départ chargé de développement, donc je m'occupais du développement, de la mise en place des partenariats, je m'occupais des appels à projets et là aujourd'hui j'ai pris le poste donc de délégué régional. Donc le poste de délégué régional permet en fait de mettre en place toute la structure sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et donc d'aller chercher des bénévoles, des délégués départementaux. Donc là, c'est vrai que je recherche des délégués départementaux sur l'Ain, j'en recherche sur la Loire, j'en recherche en Auvergne. Donc, vous voyez, on a des postes en fait qui sont ouverts. Donc, l'association présente ses postes au niveau national auprès des entreprises. Les entreprises offrent ces postes à l'ouverture dans le cadre de leur politique RSE, comme Daphné le disait, auprès de leur personnel. Et les personnels peuvent, bien sûr, postuler sur ce genre de poste. Alors, il y a en effet des postes plus longs, c'est des mécénats de compétences longs, comme le disait Daphné tout à l'heure. Donc, sur les postes de délégués départementaux, là, on recherche plutôt des mécénats de compétences longs. Et puis, on peut avoir aussi des mécénats de compétences courts où certaines entreprises vont détacher pendant 3 jours, pendant 6 jours, pendant 9 jours leurs employés pour venir nous aider au sein de l'association. Donc, voilà, si vous voulez, à la fois l'approche personnelle en tant que mécénat de compétences, et c'est vraiment une expérience captivante, hyper motivante et fabuleuse à vivre. Quand vous avez fait plus de 40 ans de management au sein d'un groupe, eh bien, partir et avoir ces missions-là au sein d'une association, c'est juste fabuleux. Et aujourd'hui, quand on voit aussi les besoins que peuvent avoir l'association, eh bien, c'est vrai qu'il est important pour nous et que vous, dans vos entreprises, puissiez mettre en place des politiques RSE qui nous permettent de bien fonctionner et de pouvoir garantir notre mission vis-à-vis, pour nous, Énergie Jeune, des collèges. Voilà. Merci beaucoup Thierry J'en ai pour terminé. ce témoignage. Merci beaucoup à vous trois pour tout ce que vous nous avez dit ce soir.